Espace TV, le 22h. Vous faites bien de nous suivre sur Espace TV, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Vague de soutien à Kéléfa Sall, président de la Cour constitutionnelle, cible d'une motion de défiance. L'initiative de 8 conseillers de l'institution du barreau de Guinée tape du poing sur la table et invite au respect strict de la loi. Les violences contre la population de Mandiana suscitent des condamnations à l'image de l'EGDH. La Ligue guinéenne des droits de l'homme hausse le ton. Il s'est enfin rendu à la direction de la police judiciaire. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs du port autonome de Conakry a été auditionné durant plusieurs heures. Nous ouvrons le bal par cette brève sur la visite de travail du président namibien à Conakry. À l'aéroport international de Conakry-Bessia, il a été accueilli par son homologue guinéen Alpha Condé en vue la signature de plusieurs accords de partenariat et la visite du terminal à conteneurs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La tentative de destitution de Kéléfa Sall à la tête de la Cour constitutionnelle continue de faire des vagues. L'Ordre des avocats dénonce la motion de destitution. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce lundi à la Maison de la Presse. Pour le barreau, l'argument brandi par les 8 conseillers frondeurs ne tient pas du tout la route. L'Ordre des avocats appelle au respect de la loi et à plus de sérénité et d'exemplarité. Alseni Bari, Djibril Kaba Kamara nous signe ce compte-rendu. Témoins ou encore des observateurs actifs de la crise qui mine la Cour constitutionnelle, le barreau de Guinée hausse le ton. À travers une déclaration, l'Ordre des avocats montre son indignation par rapport au motif de destitution fait par les 8 conseillers. Ces derniers désignent l'empêchement comme un obstacle à l'accomplissement normal de la fonction de président de la Cour constitutionnelle. Un argument qui ne tient pas route aux yeux du barreau. Nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle c'est un motif qui n'est pas fondé parce que l'empêchement est bien défini par la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Il s'agit d'un empêchement physique, il s'agit de l'incapacité physique ou mentale d'un membre de la Cour à ne pas pouvoir exercer ses fonctions. Et cette incapacité physique ou mentale est constatée par un collège de médecins spécialistes et assermentés. Donc au regard de cette disposition, on peut dire que cet argument lié à l'empêchement de M. Kéléfa Sall n'est pas fondé. Si la situation perdure, la question sera soumise à l'Assemblée générale des avocats. L'Assemblée générale des avocats qui va décider de la position adoptée, de la démarche à suivre. Avec cette crise, la crédibilité de l'institution est remise en jeu. Il ne devrait pas offrir au peuple guinéen et même à l'opinion internationale un spectacle aussi désolant. Ce qui pose réellement un problème de crédibilité aujourd'hui, parce que si ces membres-là qui doivent censurer le président, qui doivent censurer l'Assemblée nationale se comportent de cette façon, je me demande quelle est l'image qu'ils veulent projeter à l'opinion. C'est pourquoi le barreau invite les membres de la Cour constitutionnelle à demeurer légaliste et exemplaire, serein et responsable, au-delà de tout, au respect de la légalité constitutionnelle. Dans le même sillage, les forces sociales de Guinée, du moins celles conduites par Abdraman Sano de la PQD, ont rencontré le président de la Cour constitutionnelle ce mardi. L'objectif était clair, apporter leur soutien à Kéléfa Sall, cible d'une motion de défiance de 8 conseillers de l'institution depuis le 5 septembre dernier. Abdraman Sano invite aussi les conseillers frondeurs à revenir à la raison. Le compte-rendu est signé Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Awal Kamara. Les forces sociales de Guinée ont été reçues cet après-midi par le président de la Cour constitutionnelle. Leur entretien s'est tenu loin des caméras et des micros des journalistes. Au sortir de la rencontre, Abdourahmane Sano, coordinateur du mouvement social, est revenu sur la teneur de la conversation. Comme vous le savez, il y a beaucoup de bruit actuellement autour de cette importante institution. Nous étions venus nous enquérir, on a échangé avec le président. On l'a rassuré du soutien des populations guinéennes et on l'a encouragé à continuer à être un modèle d'hommes intègres, de patriotes pour aider et continuer à contribuer à la consolidation
de la jeune démocratie dans notre pays. Au nom des forces sociales, il se félicite de la sérénité qui caractérise le président de la Cour constitutionnelle, qui lui-même s'est dit réconforté de la visite et du soutien. Il s'est réjoui de notre présence et on a trouvé un homme serein qui est tranquille. Et donc pratiquement cela nous a aussi beaucoup rassurés et nous pensons que les populations doivent se rassurer que à la Cour, le président de la Cour qui pose tous les actes sur la base des lois du pays, des lois de la République, est complètement serein, mais en même temps, nous appelons à la mobilisation. Le coordinateur des forces sociales souhaite vivement que les 8 conseillers frondeurs de la Cour constitutionnelle reviennent à la raison pour éviter toute perturbation dans les prochaines échéances électorales en Guinée. L'opinion publique nationale continue de s'élever contre les violences perpétrées sur les populations de Mandiana. Jeudi dernier, dans la rue, sortie pour revendiquer des meilleures conditions de vie, la manifestation a été reprimée dans le sang, donnant lieu à un cas de mort. Des défenseurs des droits humains, à l'image de la Ligue guinéenne des droits de l'homme, haussent le ton et demandent que justice soit faite pour les victimes. Djibril Ba, Lamine Silla nous signe ce reportage. Mandiana, ces derniers jours, était à la solde d'une violence devenue une culture depuis une décennie en Guinée. C'est par ces mots que la représentation d'Amnesty International résume ce qui s'est passé dans cette partie nord-est de la région de Kankan. Même temps pour la Ligue guinéenne des droits de l'homme. Notre réaction d'abord, c'est de présenter toutes nos condoléances les plus attristées à la famille de la victime qui a été sauvagement assassinée ce vendredi à Mandiana, pendant que cette population exprimait sa colère. Maître Bamba a également dénoncé le comportement et l'usage disproportionné de la force des forces de l'ordre pendant les manifestations de la population de Mandiana. C'est pourquoi la troisième partie de la réaction consisterait à appeler le gouvernement, à appeler le pouvoir judiciaire, à faire ouvrir une information judiciaire contre les auteurs de ces bavures-là, de ces assassinats lâches, de ces coups et blessures qui ont été commis. De nos jours, l'ensemble des préfectures est confronté à un déficit criard d'infrastructures de base. Mandiana n'en fait pas l'exception et les habitants ne supportent plus cette lassitude. Demander au gouvernement guinéen de faire en sorte que le droit à la liberté de circulation qui supposerait que les citoyens circulent dans de bonnes routes, dans des conditions sécurisées, et que ces populations voient leurs manifestations réprimées dans le sang, nous pensons que le gouvernement a encore une fois de plus violé ses propres engagements contenus dans les textes nationaux, mais aussi dans les textes internationaux. La Ligido annonce des enquêtes sur ces violences et promet une assistance judiciaire des victimes. Une autre crise pointe à l'horizon dans le secteur éducatif. La rentrée des classes prévue ce 3 octobre est sérieusement compromise car le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, d'Aboubacar Souman, menace de déclencher une grève générale illimitée à partir de cette date. Un coup de sémence en réaction à la non-satisfaction de la revalorisation du salaire des enseignants à 8 millions. La déclaration a été faite à la faveur d'une assemblée générale qui a enregistré la participation des sections de l'intérieur du pays. Le compte-rendu est signé Mamadou Boy Diallo, Tierno Sadouba. Unis, nous vaincrons. Unis, nous vaincrons. À bas les traites. À bas les traites. Des enseignants remontés contre le gouvernement face au blocus dans les négociations portant sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens. Ces pionniers de l'éducation réunis au sein du SLEG passent à la vitesse supérieure en appelant le gouvernement à l'ouverture des négociations d'ici le 23 septembre. Faute de quoi, une grève générale illimitée sera déclenchée à partir du 3 octobre, coïncidant à l'ouverture des classes. Si d'ici la date du 23 septembre 2018, nous ne recevons aucun appel de la part du gouvernement nous invitant à reprendre les négociations, alors nous allons déposer un avis de grève au niveau du gouvernement demandant à tous les enseignants de la République de Guinée de ne pas répondre à l'appel qui va être lancé par le gouvernement pour l'ouverture des classes le 3 octobre 2018. Lors de cette assemblée générale, à l'allure d'un avertissement au gouvernement,
Le SLEG annonce son retrait du forum social que comptent organiser les autorités sous l'égide du Bureau international du travail. En cause, Aboubakar Souma accuse l'émissaire du BIT d'impartialité dans sa médiation. Nous avons remarqué la prise de position en faveur du gouvernement par ce représentant. Le SLEG a décidé, l'Assemblée générale a décidé que le SLEG ne prendra plus part à ce forum. Les responsables du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée ne ferment pas la porte. Ils sont disposés à répondre à l'appel du gouvernement pour la poursuite des négociations autour des 8 millions de francs guinéens. Comme annoncé dans les titres, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du port autonome de Conakry a répondu ce mardi à la convocation de la direction de la police judiciaire, en abrégé DPJ. Les motifs de la convocation de Cheikh Chérif Touré ne sont pas élucidés, apprend-on, mais les travailleurs du port autonome se sont fortement mobilisés devant la DPJ pour le soutenir. La tension, vous le verrez en image, était palpable aux alentours de la DPJ. Makiso, Al-Sidi Kamara y était pour vous. Éviter l'opération de force qui a failli arriver depuis samedi avec les forces de sécurité. Le secrétaire général des travailleurs du port autonome de Conakry, Cheikh Touré, est convoqué ici à la DPJ, la direction de la police judiciaire, avec beaucoup de soutien de ses collaborateurs, avec beaucoup de soutien des travailleurs du port autonome de Conakry qui sont mobilisés ici autour de la cour de la DPJ. Nous allons écouter un syndicaliste. Il s'agit bien entendu de l'adjoint de Cheikh Touré. C'est un citoyen libre et c'est un député uninominal de Kaloum. Il ne peut pas fuir. Donc sur la convocation, nous avons bien lu la convocation, il n'y avait pas de motif. L'actualité reste dominée, vous le savez, par cette concession du port autonome de Conakry. Et voilà, ça touche bon nombre de personnes, ça touche la couche juvénile du côté de Kaloum. Nous allons écouter quelques jeunes qui expriment leur amertume, qui expriment... Il y a certains d'ailleurs qui appellent cela la haine. Voilà par rapport à tous ceux qui sont en train de vivre ici du côté de Kaloum. Et aujourd'hui, ils sortent tous pour soutenir Cheikh Touré. Il se bat pour nous, la jeunesse d'Almamia. Surtout nous, les étudiants qui ont fini. Il nous a promis à un bon moment, il allait nous employer là-bas. Mais ce problème est venu. Le vieux est là. Il nous a menti, nous, la jeunesse d'Almamia. Qui vous a menti? Qui vous a menti? Le président, il nous a menti. Il n'y a pas d'emploi, il y a des diplômés, il y a nos mamans qui sont sous le soleil. Ça ne va pas vraiment. Il y a nos frères qui sont là, à la maison avec nos soeurs, rien ne va. Les matins, tout le monde sont dans les cafés et dans les bars. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Où sont passés nos ministres? Il n'y a pas de motif selon ce qu'ils ont expliqué. De 11h jusqu'à 15h, ce sont les auditions qui se poursuivent dans la DPJ, la direction de la police judiciaire. Les femmes de la ville de Conakry, les jeunes de la ville de Conakry, la détermination hier, nous allons rester jusqu'à ce que Cheikh Touré sorte de la DPJ. L'action judiciaire est désormais lancée. Cheikh Chérif Touré est accompagné par son avocat, M. Salifou Béavogui. La page du bloc libéral tournée, il a fini par créer son mouvement après 5 ans d'expérience sur la scène politique guinéenne. Aliouba a présenté ce mardi sa nouvelle formation politique, le Mouvement démocratique libéral. Désormais, il entend apporter du sang neuf à la classe politique guinéenne qu'il qualifie de vieillissante. Le reportage est signé Makiso Al-Seni Kamara. Une nouvelle aventure commence pour Aliouba. Après sa démission du parti Bloc libéral, BL, dirigé par Dr Faya Milimono, le voici à la tête d'une nouvelle entité politique, le modèle Mouvement démocratique libéral. Il annonce une nouvelle ambition collective pour la Guinée. Toutes mes prises de position, je les ai prises conformément à la loi. J'ai critiqué conformément à ce que la législation permet, à ce que la République permet. Ce n'est qu'un citoyen qui contribue au processus démocratique de son pays. C'est en plein droit. Donc, je ne suis ni subversif, encore moins un rebelle. Je suis un jeune qui participe à sa façon au processus démocratique dans son pays. Aliouba ne cesse pas de dénoncer les guerres internes au sein de l'opposition républicaine. Il affirme vouloir s'engager pour une nouvelle trajectoire politique à laquelle tous les Guinéens vont se retrouver. Mais rassurez-vous que ce parti va démontrer à nos compatriotes comment nous comptons régler les problèmes des infrastructures,
comment nous comptons améliorer la qualité de l'éducation, comment nous voulons faire en sorte que nos compatriotes accèdent aux soins de santé, comment nous allons faire pour optimiser les ressources par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans le programme de société, l'organe provisoire qu'il dirige met l'accent sur le développement socio-économique inclusif de la Guinée. Et les marges de manœuvre reposent sur la jeunesse. Elle est majoritaire en Guinée. Est-ce qu'elle se reconnaît dans ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'elle a des responsabilités dans les appareils politiques? Alors il ne s'agit pas de continuer de se victimiser, il faut s'engager. Notre marge de manœuvre, l'atout principal de ce parti, sera entre autres le dynamisme de la jeunesse guinéenne. La perspective est longue. Le leader du mouvement politique en gestation en est conscient. Mais selon lui, il faut aller à une alternance avec une nouvelle dynamique débarrassée de toute connotation ethnique ou régionaliste. La Banque africaine de développement et l'Union européenne se disent prêtes à financer 2 projets majeurs en Guinée. Il s'agit de l'interconnexion Guinée-Mali et la reconstruction de la route Koya-Famoria, frontière de la Sierra Leone, pour un coût global de 56,7 millions d'euros. Les projets auront 2 piliers essentiels, l'amélioration du réseau à l'énergie et le développement des chaînes de valeur agricoles et industrielles. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Souma. Le montant devant financer les 2 projets est mobilisé. Le gouvernement guinéen, par la voix de son ministre d'État du Plan et du Développement économique, loue l'esprit de partenariat qui entoure le cofinancement. Sur un montant de 56,7 millions d'euros, dont 27,1 millions d'euros pour le projet d'interconnexion Guinée-Mali et 29,6 millions d'euros pour le projet de reconstruction de la route Koya-Famoria, frontière de la Sierra Leone. Ces dons sont octroyés par la BAD à la Guinée sur les ressources de la Facilité d'investissement pour l'Afrique de l'Union européenne. L'intégration de la sous-région passe par la construction des infrastructures. Elle permet surtout à des familles à revenus modestes de sentir un air de développement. Et l'objectif de cette route de 75 km est vraiment de contribuer à une meilleure intégration régionale et surtout à remplir les maillons manquants de la fameuse autoroute Dakar-Lagos que nous appelons tous de nos voeux. Le chef de coopération de l'Union européenne entame son intervention par un adage qui résume tout sur la nécessité d'investir sur l'énergie et les routes. Il y a un adage qui dit « là où passe la route, le développement arrive ». En permettant les échanges de biens et de personnes, cet axe qu'on va financer va aussi connaître un nouveau développement économique. Il traverse des zones agricoles favorables à la production de riz et de fruits qui pourront alimenter les marchés locaux, nationaux et peut-être, et ça on nous espère, internationaux. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique souligne qu'avec cette interconnexion, 200 localités dont 121 en Guinée seront électrifiées, sans compter l'essor des secteurs agricoles et industriels des zones traversées. Il a fallu plus de 2 mois de peine et aujourd'hui un pont en fer en bon état est enfin visible. Les habitants de Kansoya sont dans la joie. Les travaux de construction du pont ont pris fin. Le trafic routier a repris et ce mardi, pour s'assurer de la garantie du pont, une mission d'inspection a été effectuée, mais rien à craindre. La société chargée des travaux donne des garanties. Habitants, ingénieurs du ministère des Travaux publics et sociétés, chacun se félicite. Le reportage est signé Mamadou Saliouba, Amara Alexila. C'est la nouvelle fierté des habitants de Kassoya. 36 mètres de longueur, 5 mètres de largeur, un pont en fer avec passage piéton, un ouvrage bien plus solide que l'ancien en bois. Ce mardi, les ingénieurs du ministère des Travaux publics ont effectué une mission de contrôle. La société a rendu l'ouvrage à la population. Il faut s'assurer que les normes sont respectées. Pour ce faire, ils ont épluché le contrat, vérifié les mesures, la qualité des fers utilisés. Enfin, ils concluent que tout est bon. La société se félicite. La DNR est représentée, le fonds d'entretien routier est représenté. Donc ils sont même surpris vu l'envergure des travaux qui sont là. Et nous aussi, nous sommes satisfaits. On est très honorés par rapport
par rapport à la réaction de cette mission. Plus de 2 mois ont été nécessaires pour construire ce pont. Un délai certes long et qui a pénalisé plus de 10 000 habitants. Mamadou Bassila, natif de Kassoya, toujours au service de la localité, commence déjà à oublier les difficultés. La réalisation de ce pont est une fierté pour tous les habitants de Kassoya. Nous sommes très heureux, nous remercions le gouvernement. Ce que les habitants ne vont pas oublier, c'est cette journée du 4 juillet 2018 où 5 personnes ont péri dans un naufrage par manque de passage. Le nouveau pont émerveille tout le monde. Le président du district de Kassoya a un mot pour les victimes et pour le gouvernement. Nous prions le bon Dieu que leur âme repose en paix. Nous prions le bon Dieu et le gouvernement de bonne volonté afin d'aider ce village qui est enclavé depuis longtemps, aujourd'hui désenclavé. Le pont, s'il est entretenu, tiendra plusieurs années. Mais dans 6 mois, les ingénieurs du ministère de TP viendront pour la réception finale. Ils profiteront pour voir si tout est intact. Cérémonie de remise d'attestation de la première promotion des officiers de protection des hautes personnalités et des installations vitales. Après 2 semaines de formation, lundi dernier, ces officiers formateurs ont reçu ces satisfaits. La cérémonie s'est tenue à la compagnie mobile d'intervention de la sécurité de Ankon 5. C'était en présence d'Abdraman Ba et de Lamine Silla. Ils sont au nombre de 48 formateurs à suivre cette formation. Une formation qui permettra à ces officiers de la police de protéger les hautes personnalités et sécuriser les installations vitales. Remise à niveau parce qu'ils ont déjà un BAB, mais pour le rendre plus professionnel dans le domaine de la protection non seulement physique, c'est-à-dire dans les descentes que désormais un agent n'attend pas que sa personnalité mette le pied à terre avant que lui ne descende, que quand une personnalité doit arriver dans un lieu public ou dans n'importe quel lieu, que l'agent soit le premier à être sur terre. Tous sont des officiers supérieurs qui ont bénéficié de plusieurs autres formations. Celle-ci n'est qu'un plus, elle sera enseignée dans leurs différents détachements. Et réunir l'ensemble de ces écoles-là, sortir une technique pour s'exercer en vue de toucher le maximum d'agents et officiers, des agents des compagnies mobiles d'intervention, détachés derrière les personnalités, voire même au palais du peuple, la présidence à l'aéroport. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la politique de réforme engagée par le chef de l'État. Réjoui de la démonstration, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile formule un message. Ceux qui n'ont pas pu bénéficier de ce cours, nous leur lançons un appel afin qu'ils puissent succéder à cette promotion pour que le cycle de formation soit continu et sans arrêt. Ce sont les exigences du programme de réforme des forces de défense et de sécurité. Nous devons les respecter parce que nous avons des obligations de résultat. Après cette cérémonie de remise d'attestation, le directeur des unités d'intervention de la police a interpellé le ministre sur les besoins en moyens pour continuer la réforme au sein de la police nationale. Pour paraître ultra sexy, ultra féminin et tendance, la gente féminine est prête à tout et même à l'excès. L'une des vieilles trouvailles pour paraître clinquante et cristalliser les attentions, ce sont les fossiles. La pose des fossiles est de plus en plus prisée chez les filles, mais souvent par des personnes qui n'en ont pas la formation et qui manquent d'équipement adéquat. Conséquence, la conjonctivite, les infections des yeux ne sont pas assez loin. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Sori Camara nous signe ce reportage. Les fossiles contribuent à la beauté de la femme. En plus, c'est la mode et ça donne beaucoup de style. Voilà une des raisons qui poussent les femmes à s'adonner à cette pratique. Fatoumata pose les fossiles pour ses sœurs depuis 8 ans. Grâce au métier, elle parvient à joindre les 2 bouts. Elle n'a pas à persuader autrement de la beauté que les cils artificiels procurent, elle-même en a placé. Je pose les fossiles, je tresse aussi depuis maintenant 8 ans. Grâce à ce travail, je réalise tous mes besoins. Le marché guinéen est pourvu en fossiles. On en trouve de diverses qualités chez ce jeune importateur. On envoie ça à Nigeria pour vendre ici la Guinée.
Donc nous on amène ça en gros quoi, pour revendre. Il y a beaucoup de clients qui achètent avec nous, donc c'est obligatoire quoi, pour amener pour qu'on vend quoi. Je connais faire ça bien. Contrairement à Fatima, Mbofanta a renoncé à la pratique depuis quelque temps. Avant, je mettais les fossiles, mais maintenant, j'ai abandonné. Selon cet ophtalmologue, la pose des fossiles a des inconvénients énormes sur des cils qui jouent un rôle de protecteur. Il y a beaucoup de facteurs agressifs qui viennent de ce monde extérieur vers l'œil. Mais les paupières sont là pour défendre ça. Les cils sont là pour ça. Les sourcils là sont là pour ça. Donc quand vous greffez maintenant des corps étrangers, parce que les fossiles, c'est une réelle menace pour la sphère ophtalmologique. L'œil est l'un des 5 organes de sens le plus important du corps. Des précautions pourraient protéger contre la cécité. Un mot de sport dans cette édition d'information du 15 au 25 septembre se tiendra au Palais des Sports de Conakry un stage national de remise à niveau des arbitres guinéens de basketball. Une initiative de FIBA Afrique en collaboration avec la Fédération guinéenne de basketball. Ce stage vise à favoriser la formation des cadres techniques de la dite discipline afin de doter la Guinée d'arbitres à dimension internationale. Alpha Omar Baldé, Yacouba Traoré signe ce reportage. La Guinée est aujourd'hui présente dans toutes les compétitions continentales de basketball, toutes séries et toutes catégories confondues. Mais pendant ses participations aux joutes de la FIBA, le Sili Basket est tristement célèbre par le fait de son manque d'arbitres internationaux. Pour pallier ce problème, l'instance dirigeante du basketball guinéen a initié ce stage national de remise à niveau des arbitres du pays, qui ont déjà un niveau appréciable. Mais il y a beaucoup de travail à faire, notamment sur les fondamentaux techniques, sur les fondamentaux gestuels, sur la mécanique et autres. Il y a du travail à faire. L'appréciation des violations, des fautes, elle est encore là. Mais ça ne suffit pas. L'arbitrage, c'est pas ce qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on monte sur le terrain. Et sur ça, on va travailler. Ce sont des jeunes et des anciens qui ne sont pas encore touchés par la limite d'âge, qui vont donc bénéficier de la formation. Où je veux voir les arbitres, je veux les soigner, je veux les corriger sur tous les plans, automatisme, mécanique, arbitrage, décision, violation et aussi bien les fautes. Et on essaye de faire les briefings ensemble pour les soins des erreurs de l'arbitrage. L'objectif est de pouvoir présenter 1 ou 2 candidats au prochain stage FIBA en 2019. Quelques-uns sont déjà repérés. Tout à l'heure, j'étais avec l'expert, il me dit que c'est possible d'avoir au moins 5. Parmi les 5, il y a au moins 1 ou 2 filles. Vous savez, il y a les compétitions féminines aussi. Donc, certainement que les 5 quand même vont avoir la chance de passer leur test. Parce que ce que nous faisons, c'est rien de sorcier. C'est typiquement la même chose que FIBA fait. La formation se poursuit et les stagiaires vont avoir l'occasion d'être évalués lors des matchs des playoffs, à l'issue desquels les formateurs détermineront ceux d'entre eux qui sont habilités à recevoir le grade international. Dans le reste du monde, au Brésil, la peur des balles perdues ou des attaques à main armée a fait du Brésil le premier marché au monde des voitures blindées. Mais la crise économique pousse de nombreux acheteurs à opter pour des véhicules d'occasion. À Sao Paulo, les embouteillages font partie du paysage. Rien de nouveau de ce côté-là, mais ce qui change en revanche, c'est que dans ces files de voitures, il y a de plus en plus de véhicules blindés. La peur des balles perdues ou des attaques à main armée pousse les Brésiliens à se protéger, comme Mauricio, un jeune avocat, qui ne jure plus que par ce modèle depuis qu'il s'est fait braquer à un feu rouge. Dans toute grande ville, la violence n'est jamais loin. Vous pouvez perdre la vie lors d'une simple agression. Avec un marché qui pèse 245 millions de dollars par an, le Brésil est devenu le numéro 1 du secteur. Des ateliers comme celui-ci transforment les voitures neuves en véhicules capables de résister à des balles de petit calibre. Coût de l'opération, 13 000 €. Une autre option plus économique, s'offrir une voiture blindée d'occasion.
Le prix d'une voiture blindée d'occasion baisse rapidement. Donc les classes moyennes et même plus basses peuvent accéder au même niveau de protection et de sécurité. Mais ça reste encore trop cher pour nombre d'automobilistes dans un pays qui compte 12 millions de chômeurs. Les 3/4 des blindages sont réalisés ici, à Sao Paulo, l'état le plus riche, mais aussi celui où le taux d'homicide est le plus bas. A l'inverse, dans les états les plus dangereux, au nord-est du pays, peu d'automobilistes ont les moyens de s'équiper. Vous vous sentez différent. Dans un pays du tiers-monde, les gens se différencient par leur puissance économique. Et c'est triste. Réputé pour être l'un des pays les plus violents au monde, le Brésil a battu l'an dernier un triste record avec près de 64 000 homicides, soit 7 personnes tuées par heure. Voilà ce qui met fin à cette édition d'information cadrage pour vous. Lamine Silla était présent à la régie, Mafata Sano et Lamine Sidibé. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francisco. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur espacetvguinée.info. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète.